manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazia Arens. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle saison. Bienvenue à tout le monde et puis pour la première de la rentrée, je vous propose un invité de marque dans l'émission Au Passage des Artistes. Allez, je vous laisse deviner, il est acteur, dramaturge, metteur en scène, réalisateur et écrivain également, premier Molière à 29 ans, en 2014 si mes souvenirs sont bons, meilleur auteur et meilleur metteur en scène, donc avec le porteur d'histoire, et le cercle des illusionnistes. Il est considéré également comme un véritable prodige. Je ne suis pas certaine qu'il aime ce terme-là, on lui demandera tout à l'heure. Il est boulimique de travail, ça c'est une certitude, mais aussi de la vie. Un virtuose, on va dire, une valeur sûre en tout cas des planches. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour. Alors, est-ce que vous aimez qu'on fasse un peu l'éloge de votre parcours ? Oui, enfin, c'est toujours agréable de recevoir des compliments, toujours, même si au bout d'un moment, faut aussi garder la tête froide. Donc, je suis ravi quand les gens viennent parler des spectacles. C'est plus, c'est qualificatif que je prends avec un peu de distance et que je temporise, quoi. Et vous avez bien raison, surtout dans ce métier. Moi, j'ai une... Alors, je ne sais pas si on vous a déjà posé la question. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire avant de commencer cette interview. C'est que vous avez cette folie et puis ce génie de faire de l'histoire que vous racontez sur scène, parce qu'on va parler beaucoup de théâtre, c'est en fait l'histoire qui devient une star, et c'est rarement les comédiens. D'abord, pas de tête d'affiche. Aujourd'hui, on fonctionne un peu différemment. C'est les têtes d'affiche qui font l'histoire. Vous faites différemment et ça marche. Oui, ça a été, c'était un pari, et puis c'était pas du tout prévu. Enfin, c'était pas un calcul. Oui, quoi. c'est pas calculé, bien sûr. Mais effectivement, tout est parti du porteur d'histoire en 2011 d'abord, et puis à Paris on a commencé en 2012, 2013, et qui était un spectacle qui n'était pas une comédie, qui avait pas de tête d'affiche, non, pas de star, et qui racontait une histoire assez dense et compliquée, un peu ovniesque, qui était assez difficile à pitcher au public du Festival d'Avignon, puisque c'est là qu'elle a été créée. Mais cette histoire, justement, un peu dense et sur plusieurs époques et avec des retours arrière, etc., en fait, elle a fonctionné, et le bouche-à-oreille, du coup, est devenu tellement fort, puisque les gens disaient « Je suis incapable de te résumer cette pièce, mais il faut que tu ailles la voir ». Et ce spectacle se joue encore aujourd'hui au Théâtre des Béliers, après 3000 représentations, et ça a ouvert la brèche. Et à partir de ce moment-là, celui-là, on l'avait fait vraiment à l'arrache, avec 5 tabourets, pas de décor, des acteurs. On avait répété un peu comme ça en centre d'animation, et puis ça a ouvert la brèche. Ça nous a permis de faire le cercle des illusionnistes, puis Edmond, puis Intramuros. Et à chaque fois, on essayait de mettre un peu plus de comédiens, et d'avoir un peu plus de moyens, et d'aller dans une salle un peu plus grande. Et on est passé comme ça du studio des Champs-Élysées au Bélier, et puis au Palais Royal, là où se joue toujours Edmond. Donc, et je pense que en plus de nos spectacles, en plus de mes spectacles, ça a ouvert aussi la voie à pas mal de compagnies qui, du coup, n'ont pas l'obligation d'envisager le succès d'un spectacle uniquement par le prisme des têtes d'affiche. Et souvent, ces compagnies se font connaître à Avignon, et c'est sur le début d'un succès dans le off que ça peut entraîner ensuite une exploitation parisienne. Et aujourd'hui, effectivement, on le voit au Molière, souvent, c'est plus forcément des spectacles à tête d'affiche qui sont récompensés. Et c'est formidable, j'ai envie de vous dire. Alors, comment est née votre vocation ? Parce que vous êtes très jeune à l'époque, vous commencez assez jeune. Alors, est-ce que vous aviez des gènes qui se baladaient ? Alors, je sais que votre papa était peintre. Alors, est-ce qu'il y avait des gènes qui se baladaient quelque part ? Ou alors, c'est une vocation qui arrive comme ça Je ne sais pas s'il y a des gènes. Je pense que mon grand-père, il faisait du théâtre un peu en amateur à l'époque, quand il était jeune. Ma mère... Elle a vaguement eu cette idée-là, mais vite ça a été remplacé par le pragmatisme du quotidien. Et puis, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il m'amenait au théâtre, et il m'amenait au cinéma, et il me faisait découvrir des choses assez incroyables. Il m'amenait à la bibliothèque, il m'amenait... ils m'ont exposé à une culture qui m'a permis ensuite de développer des goûts et une envie et une passion pour le théâtre. Et très jeune,
en 6e, je crois. Je suis arrivé au club théâtre de mon collège à Jules Ferry, à Paris, place Clichy. Et puis, j'ai eu un véritable coup de foudre pour les planches et je me voyais comédien, mais seulement comédien. Je n'imaginais absolument pas faire autre chose que comédien. Et puis, par la suite, moi, j'écrivais, mais pour le plaisir, sans me dire que ça allait m'amener quelque part. Et puis, un jour, j'ai pu commencer à arriver, un peu par accident, mais j'ai commencé à diriger certains de mes camarades dans un cours de théâtre, à faire l'œil extérieur, à faire une sorte de mise en scène sur des scènes qui travaillaient. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu envie de continuer à explorer cette veine et à faire de la mise en scène, c'est-à-dire concevoir un spectacle, pas forcément écrire, mais le concevoir. Et puis j'ai continué, et puis je suis parti à Avignon la première fois en 2005, et à partir de là, je suis retourné à Avignon chaque année, dans le off évidemment. Et un jour, je me suis rendu compte que cette activité-là, c'est-à-dire mettre en scène ou écrire ou créer des spectacles en tout cas, était devenue plus important dans ma vie que le simple fait d'être comédien. Ce que je faisais jusqu'alors, je vivais très bien de mon métier de comédien, je faisais des séries à la télé, des téléfilms, plein de choses, du théâtre aussi. Et puis tout à coup, je me suis rendu compte que mes spectacles prenaient plus de place dans ma vie professionnelle que les rôles que j'interprétais. Alors, vous me direz si je me trompe ou pas. Il me semble qu'à un moment donné, vous vous êtes inscrit donc dans une école d'art dramatique et vous avez laissé votre place et vous avez écrit. Donc c'est assez téméraire, j'ai envie de vous dire, quand on commence, ou pas du tout. Oui, après le risque est calculé. Mais non, moi j'étais dans un conservatoire municipal à Paris, le 18e et le 19e ensuite, quand j'étais très jeune, entre 16 et 18-19 ans, quoi. Et puis je me suis inscrit au conservatoire national. À 18 ans, je l'ai passé, je suis allé jusqu'au 3e tour, et puis je ne l'ai pas eu. Mais en même temps, j'étais pris sur un spectacle mis en scène par Irina Brouk, qui était un Roméo et Juliette, qui a tourné beaucoup, à Chaillot notamment, et qui a été créé en Suisse. Et qui m'a appris énormément de choses. Déjà, Irina, elle m'a appris... elle m'a fait découvrir ce que c'était que la mise en scène, que de pouvoir prendre un texte et d'en faire autre chose que simplement ce qui a marqué. Et puis j'ai évidemment beaucoup appris en tant qu'acteur. Et puis ensuite j'ai repassé le Conservatoire national. Et cette fois-ci je l'ai eu. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller en fait ? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer 3 ans sans travailler ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ces professeurs, d'avoir cette école ? Bah non, en fait, moi j'avais vraiment envie de travailler. Donc j'ai laissé ma place à quelqu'un, mais alors sans aucune... colère ou haine ou critique, c'était juste que j'avais pas très envie de continuer à étudier pendant 3 ans. Là, j'avais envie de faire des tournages, j'avais envie de bosser, j'avais envie de monter des spectacles, et c'est ce que j'ai fait. Et vous avez bien raison. On va parler un peu de... alors, on devait le faire un peu avant, mais on va le faire maintenant parce que vous avez abordé le sujet Edmond, magnifique pièce qui se joue d'ailleurs encore. Tout à fait. Alors, vous êtes à combien de représentations aujourd'hui ? D'Edmond ? Oui. Au Théâtre du Palais Royal, on en est à... Non, pas du tout. On compte tous les soirs. On en est à 1250 à peu près. Ouais. Et puis là, il faut rajouter, on va dire, 250 représentations en tournée. Donc on doit avoir passé les 1500 représentations, je pense. Alors, c'est quoi le secret exactement ? D'Edmond ? Oui. Ou de tout, parce que d'abord la longévité d'Edmond, et puis comment a commencé cette... À vrai dire, oui, c'est pas que Edmond. Toutes les pièces se jouent encore aujourd'hui à Paris. Et le secret, c'est quoi ? Je serais bien en peine de vous le donner. S'il y avait une recette, tout le monde l'appliquerait. Bien sûr. Mais je pense que, en fait, il y a plusieurs éléments qui ont permis cette longévité exceptionnelle. D'abord, c'est le fait de ne pas avoir de tête d'affiche. On y revient toujours, mais quand on engage un acteur connu, il peut jouer un certain nombre de mois, mais il ne va pas jouer un spectacle pendant 3 ans. Donc, quand il s'en va, c'est difficile de garder le spectacle à l'affiche, puisque une partie de l'intérêt du spectacle, c'était cette tête d'affiche, justement. Comme moi, c'est des spectacles avec des acteurs qui sont pas connus, on vient pas voir les acteurs. On vient voir les acteurs, la troupe, bien etc. sûr. Mais on n'est pas pour un acteur en particulier. En tout cas, c'est pas l'élément majeur, en tout cas. C'est pas ce qui fait le bouche à oreille. Mais c'est toujours des bons comédiens, et à chaque fois, on a toujours moi, j'ai toujours beaucoup de bons retours sur les comédiens. J'ai envie que les comédiens soient mis en valeur, j'ai envie qu'ils aient leur moment, j'ai envie qu'ils soient... qui jouent autant les uns que les autres sur un plateau, mais c'est un vrai travail de troupe. C'est un collectif. Et donc,
quand, pour une raison ou une autre, un acteur me dit là, j'ai un tournage, j'ai un truc, il faut que je me fasse remplacer, j'en prends un autre, très bon comédien, et puis au fur et à mesure, ils vont se retrouver en alternance 2, 3, 4, et le spectacle peut continuer à jouer. Donc il n'y a pas l'épée de Damoclès de quand l'acteur part, le spectacle s'arrête. Il y a au contraire cette espèce de conception du groupe, de la troupe, qui va s'agrandir au fur et à mesure tant que le spectacle continue. Et en général, les arrivées d'acteurs sont plutôt bien vues par les acteurs d'avant, parce qu'ils se disent super, ça met un petit bol d'air, et puis ça nous permet, nous, de nous concentrer sur d'autres projets aussi, et de revenir quand on veut. Et donc, il y a c'est mis en place au fur et à mesure de ces années cette espèce de système d'une espèce de troupe élargie sur chaque spectacle. Donc il y a comme ça sur chacun des spectacles, Edmond y compris, plusieurs équipes qui jouent en alternance et qui se croisent. Et souvent, il y a vraiment, les acteurs ont la surprise en début de semaine de dire « Ah, c'est toi cette semaine, super !» Et donc ça, c'est l'une des raisons qui permet cette longévité. Alors évidemment, c'est pas si tous les spectacles... si ça suffisait à ce que tous les spectacles jouent 5 ans, ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Donc il y a d'autres choses, mais je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui pour un public qui est habitué aux séries et au cinéma d'avoir des histoires toujours plus fortes. On va dire les Américains, peut-être les Coréens, parfois les Israéliens, ils exploitent la série d'une manière brillante, et on se retrouve, et en France aussi, on a des super séries, mais voilà, on se retrouve à avoir des gens qui excellent dans leur art et qui vont au bout de l'exercice de la série. Nous, au théâtre, moi je trouve que le langage théâtral permet des choses encore plus incroyables que la série, et avec des moyens beaucoup moindres. J'ai été, moi, estomaqué par les spectacles d'Ariane Mnouchkine, de Peter Brook, qui pourtant est vraiment le chantre de la simplicité au plateau, de Simon McBurney, enfin plein de grands metteurs en scène, moi je dis Mawad, etc., et qui m'ont bouleversé, où je me suis dit, mais en fait on peut faire des choses très très fortes au théâtre, il faut juste connaître les codes du théâtre et les amener à un public qui a l'habitude aujourd'hui de voir des séries et de voir des films, et ne pas faire comme si ce procédé et ce langage cinématographique et sériel n'existait pas. Voilà, le contre-exemple parfait, ce serait de dire, il faut 5 actes, il faut un décor unique, il faut que chaque acteur joue un rôle. Non, mais ça pour moi, c'est une conception du théâtre qui est vétuste, en fait, qui date d'une époque où il fallait segmenter son spectacle en actes, parce que les lumières, les chandelles duraient à peu près 20 minutes. Enfin, c'est le théâtre de Molière, quoi. Évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'arrêter un spectacle en plein milieu, et puis... il n'y a aucune raison non plus de faire des pauses entre les scènes, parce que le public, il est habitué à un rythme très soutenu. Et donc, quand il vient au théâtre, on a souvent cette espèce de cliché du théâtre, d'image d'Épinal, où les gens qui n'aiment pas ou qui n'apprécient pas le théâtre, ils vont dire « c'est ennuyeux, on s'ennuie au théâtre ». Mais je pense que ça vient aussi de là, ça vient du fait que s'il n'y a pas une inventivité dans un spectacle, si le public n'est pas surpris, si le rythme est trop lent, trop long, oui, il s'ennuie, évidemment qu'il s'ennuie. Moi, je me suis déjà ennuyé plein de fois au théâtre. Donc mon cheval de bataille, c'est de faire en sorte que le public ne s'ennuie jamais, et que pendant la durée où il va être dans la salle, et on a beaucoup d'avantages, on a des avantages sur le cinéma et la série, par exemple, quand on est dans une salle de théâtre, on éteint son téléphone. On n'est pas en train de regarder autre chose, on n'est pas en train de faire plusieurs choses à la fois, alors que quand on est devant la télé, en fait, on est très vite perturbé, on peut ne pas être à fond, la concentration, elle n'est pas forcément là. Alors qu'au théâtre, on a encore cette chance-là. Au cinéma, même, il y a plein de gens sur leur téléphone, en train de manger du popcorn, etc. Au théâtre, on est vraiment 100% dans une attention active, et donc il faut tirer parti de cette attention et en faire quelque chose où on va surprendre ses spectateurs, et on peut se permettre de les amener sur une histoire compliquée, dense, et avec des rebondissements, et ils n'en seront que plus satisfaits. Donc ça, c'est un des avantages qu'on a. L'autre avantage qu'on a, c'est que le théâtre, c'est l'art de la convention. C'est pas comme au cinéma où c'est le cinéma du réel, où si les effets spéciaux sont pas terribles, on n'y croit plus, on trouve ça nul. Au théâtre, on n'a pas besoin d'effets spéciaux. On peut simplement
faire imaginer une bataille, faire imaginer un magicien, et on y croit complètement parce que si c'est malin, si c'est bien fait, on n'a pas besoin de moyens pour faire un bel effet. Et ça, c'est le secret du metteur en scène, Alexis Michalik. On va faire une petite pause et puis on parlera justement de ce rôle du metteur en scène. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes toujours en compagnie, nous sommes d'ailleurs en compagnie d'Alexis Michalik. Et justement parce qu'en première partie, nous parlions un peu du travail du metteur en scène, cette capacité de faire vivre des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que sur les planches, au théâtre en tout cas, on a une liberté qui est extraordinaire. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? Est-ce que c'est plus compliqué lorsqu'on est, en plus d'être metteur en scène, on est aussi comédien ? C'est un peu votre cas. On travaille comment ? Est-ce qu'on travaille différemment ? Est-ce qu'on est, j'imagine, un peu plus impliqué ? Oui, un petit peu, effectivement. Après, c'est pas plus impliqué, c'est qu'on a plus de mal à avoir de la distance et à pouvoir avoir du recul sur ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis rarement comédien dans mes spectacles. La dernière fois, c'était pour Une histoire d'amour, où je suis revenu sur les planches. Ça faisait quelques années que j'étais pas monté sur les planches. Sur Avignon, sur Avignon aussi, en l'occurrence, oui. Mais je l'avais déjà joué à Paris, à la Scala, et je pense qu'effectivement, il y a un petit coup à prendre, puisque il nous faut un œil extérieur, donc. Notamment pour tout ce qui est transition, etc. Je filmais, et puis je regardais ce que j'avais fait, puis je disais bon, on recommence. Puis j'avais évidemment une assistante, mon assistante Isma Niakini, qui me donnait des retours assez précis, et puis qui avait un peu le rôle que moi j'aurais si jamais je me dirigeais. Mais bon, j'ai toujours adoré jouer déjà, et puis j'adore jouer dans mes pièces. Avant de faire Le Porteur d'Histoire, je montais des classiques revisités, La Mégère à peu près apprivoisée, Roméo et Juliette, enfin plusieurs spectacles dans lesquels je jouais systématiquement. Et puis Le Porteur, ça a été la première pièce que j'ai écrite, et c'est parce que je l'ai écrite que je me suis dit je vais avoir un peu de recul et je vais juste la mettre en scène et pas jouer dedans. Et j'ai tellement aimé cette expérience que par la suite, les 3 suivantes, je n'ai pas joué dedans, quoi. Bon, et sur Une histoire d'amour, c'était un peu particulier. Disons que après avoir écrit la pièce, je me suis rendu compte que le rôle, ça avait du sens que je le joue, pour plein de raisons, puisque c'est une pièce plus intime que les autres. Et puis parce que le rôle, c'était assez rigolo que je joue cet écrivain alcoolique. Ce qui n'est absolument pas votre cas, parce que vous ne buvez pas du tout, vous ne fumez pas du tout. Voilà, mais bon, qui pourrait être mon clown si jamais, effectivement, comme le personnage, j'avais perdu ma femme dans un accident de voiture et que je m'étais mis à boire. Bon, voilà, je pourrais me retrouver dans l'humour qu'il a, cet humour de résistance, etc. Donc voilà, j'ai joué ce rôle-là, mais effectivement, ça facilite pas particulièrement le travail, mais quel bonheur de pouvoir jouer. Enfin, je veux dire, à la base, je suis comédien, et donc je prends toujours autant de plaisir à jouer. Dites-moi, Alexis Michalik, comment choisissez-vous les comédiens avec lesquels vous jouez, ou alors ceux que vous dirigez ? Ça se passe comment ? Bon, déjà, je vais pas mal au théâtre. J'essaie de voir des spectacles le plus possible. Le dernier que vous avez vu ? Le dernier spectacle que j'ai vu, c'était à Avignon. Évidemment, j'en ai vu quelques-uns. Je suis allé voir tous les spectacles qui se jouaient au Bélier, puisque c'est un théâtre qui est, c'est la famille. Donc, notamment, je vous conseille Les Poupées Persanes, qui se joue à Paris depuis la semaine dernière, au Bélier parisien cette fois-ci, qui est un spectacle merveilleux. Puis j'en ai vu plein, évidemment, mais et donc parfois, je vais chercher des acteurs là-dedans. Et par exemple, je suis allé voir un spectacle mis en scène par Pierre Notte à la Scala Provence. Un texte de Muriel Godin, et j'ai vu qui s'appelle, je sais plus, Un certain penchant pour la cruauté, je crois que ça s'appelait comme ça. Et dans le spectacle, moi à ce moment-là, j'étais en recherche de 3 acteurs en alternance pour Intramuros, et dans le spectacle, il y avait littéralement les 3 profils d'acteurs que je cherchais. Donc à la sortie, je leur ai dit venez, si ça vous intéresse, on se fait une lecture. Et donc on a fait ça à Avignon, et je les ai embauchés tous les 3, et ils vont commencer dans Intramuros là le mois prochain. Formidable. Donc souvent voilà, je les trouve dans une pièce, et sinon je demande un peu autour de moi, est-ce que tu connais un acteur de
45 ans, grand, avec ce type de profil, ou ce type de voix, ou ce type de physique que je recherche, et on va me conseiller des gens. Le critère numéro 1, c'est qu'il soit sympa, c'est que ce soit une bonne personne de troupe, un bon camarade. Et puis, c'est important, si vous devez faire du chemin ensemble, vaut mieux qu'il soit sympa, effectivement. Ouais, et puis c'est même pas pour moi, c'est pour le reste oui, de pour l'équipe. Toute la troupe, bien parce sûr. Que je sais que moi, je vais amener moi, c'est bien gentil, une fois que j'ai choisi l'acteur et qu'il a répété et qu'il commence à jouer, mon rôle est fini, je vais plus avoir de rapport avec lui. En revanche, pour la troupe qui est déjà en train de jouer, forcément, ça va être autre chose. C'est quoi pour vous un enfant du off ? Un enfant du off, c'est ce que je suis déjà. C'est quelqu'un qui a vraiment découvert tout son univers artistique dans le off. Je dis pas que... disons que c'était surtout la réalisation de la possibilité de ce qu'on pouvait faire en partant du off. Avant ça, j'allais déjà beaucoup au théâtre, et la plupart des metteurs en scène que j'adore et que je suis, ils viennent pas particulièrement du off. Mais le fait d'arriver dans le off et de se rendre compte qu'en fait, plus ou moins n'importe qui peut amener un spectacle et le confronter à un public, c'était un véritable choc, et je me suis dit d'accord, j'ai pas besoin d'attendre la validation de mes pairs, j'ai pas besoin d'attendre de faire une carrière dans le subventionné en passant d'une petite salle à un peu plus grande, en montant des dossiers, en m'attaquant à des sujets politiques, etc. Non, en fait, je peux juste amener des spectacles, et si le public vient, si ça lui plaît, le spectacle va trouver un équilibre économique, et les acteurs vont pouvoir en vivre, et moi je vais pouvoir faire un autre spectacle. Et c'est vraiment dans le off que j'ai appris l'économie du théâtre de compagnie, quoi. Et ça a été un grand choc la première année. C'était en 2005, j'avais 22 ans. Et j'ai amené un spectacle qui s'appelait Une folle journée, qui était une adaptation du Mariage de Figaro. Bon marché, oui. Et puis ça a été tout d'un coup ça a été un déclic, et à partir de là, l'année d'après, je suis revenu avec un autre spectacle, et puis un autre spectacle l'année d'après, et puis de fil en aiguille, on s'est professionnalisé, et finalement on a fini par avoir des spectacles à Paris, et c'est comme ça que ça a démarré. Si on devait citer un atout à avoir quand on est passionné de théâtre et qu'on a envie d'en faire son métier, ce serait lequel, selon Ça dépend vous ? quel poste on a envie d'occuper. Si c'est pour metteur en scène ou auteur ou comédien, c'est pas le même atout. Bien sûr, atout, j'imagine, oui. Mais si on a envie d'être comédien ? Si on a envie d'être comédien... En dehors de la patience ? Non, je pense que si on a envie d'être comédien, il faut déjà bosser, et avoir l'envie de travailler, et puis il faut être sympa, en fait. Mais je dis souvent ça en cours de théâtre. Je dis, écoutez, vous savez, je vais souvent faire des cours, des interventions où je vais faire une masterclass pendant 2 heures et parler un peu du métier. Et souvent, je prends à partie la classe et je leur dis, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde ici ne sera pas en train de travailler. Et ceux qui sont aujourd'hui les stars du cours de théâtre, qui ont les meilleurs rôles, etc., ne seront pas forcément ceux qui seront en train de travailler. Il y a de fortes chances que ceux qui sont en train de travailler, c'est ceux qui sont sympas. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables de s'intégrer à un groupe, d'avoir un bon esprit de troupe, d'être des bons camarades, et ceux qui sont bosseurs, et qui sont capables de se remettre en question, et qui vont arriver à l'heure, et qui vont avoir appris le texte, et qui vont apporter des idées, et qui vont mêler ces 2 qualités principales, parce que, en fait... si cette idée extrêmement fausse que pour être acteur il faut être un peu branlos et fumer des clopes et critiquer le travail des autres, malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. On peut croire que pour sortir du lot il faut être un peu méprisant ou méchant ou acerbe, mais c'est pas vrai. Au fond, quand je regarde aujourd'hui ceux qui travaillent le plus, moi je vois parmi mes acteurs ceux qui vont le plus faire d'autres spectacles, c'est ceux qui donnent envie à des metteurs en scène de travailler avec eux. Et même moi, quand je suis intéressé par un acteur et que je me renseigne un peu, un acteur que je connais pas, et que je vais appeler des metteurs en scène avec qui il ou elle a travaillé, je vais dire alors comment il est dans le travail, et les metteurs en scène vont me dire soit oulala compliqué, pour telle et telle raison, soit ah ouais c'est un super mec ou une super nana, vraiment super camarade, fonce, tu vas voir, il va être au top, et en général ça se vérifie parce que c'est des natures, en fait. Alexis Michalik, comment est-ce que vous, alors ça fait un petit moment, mais c'est encore, on va dire, un peu dans les
dans les airs. Vous avez vécu comment, vous, cette période de confinement où on était privé de théâtre? Parce que le cinéma, on en avait un peu à la télévision. Le théâtre, il n'y en avait plus du tout. Les salles de spectacle étaient fermées. Moi, je l'ai vécu, ça a été difficile pour la profession, en fait. Ça a été difficile pour tous mes potes, tous mes amis, comédiens, comédiennes qui se retrouvaient à l'arrêt, tout le monde, en fait. Moi, je suis quand même un privilégié, je veux dire, je l'ai vécu comme des vacances prolongées parce que j'ai pas de problème de travail et de qu'est-ce que je vais faire après. Ça a été surtout difficile pour tous les gens qui tout d'un coup initiaient un projet, commençaient à jouer et hop, c'était mis à l'arrêt et ils avaient l'incertitude de est-ce que ça va reprendre après. Moi, j'ai mis à profit ce temps pour écrire l'adaptation d'une histoire d'amour au cinéma qui va sortir en 2023. Donc ça a été plutôt productif et plutôt sympa, vraiment personnellement, d'un point de vue personnel, de pouvoir lever le pied et se dire j'ai pas de pièce à l'affiche, pas de pression, je peux me reposer. Mais évidemment, pour toute la profession, c'était pas le cas. Et ça démarre comment, le théâtre, aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que la façon de consommer aujourd'hui a changé? Est-ce que le public a changé? Est-ce qu'on devient peut-être un peu plus feignant? On est mieux à la maison, on allume la télé? Voilà. Je pense que c'est plus difficile pour le cinéma que le théâtre. Ouais. Le théâtre a toujours pâti de tout. Dès qu'il y a une grève, dès qu'il y a une récession, dès qu'il y a une crise, on va pas au théâtre, quoi. Mais en revanche, c'est un art vivant, le théâtre. Donc, il n'est pas vraiment en compétition avec une série Netflix, là où le cinéma français va l'être. Et c'était un peu par ça que je voulais terminer tout à l'heure quand vous me demandiez le succès, les raisons du succès. Et ben, quand on va voir un spectacle, en fait, aujourd'hui, à Paris, évidemment que le public qui va voir ce spectacle n'a pas vu des shows de Broadway, n'a pas vu des spectacles chinois ou indiens. Non, il n'a comme référence que ce qui se fait en France et même plus localement à Paris pour les Parisiens et dans la ville où ils sont pour ceux qui ne sont pas à Paris. Donc la compétition est moins rude aussi. Et pourtant, elle peut être complètement... l'inventivité peut être complètement... peut venir de tout ce qui se fait ailleurs, peut venir de spectacles qu'on peut voir en captation, peut venir de séries, de films. Voilà, l'inspiration peut venir de partout, mais quand on va voir un spectacle aujourd'hui en France, on a pour référentiel que les autres spectacles qui se font en France. Donc c'est un peu protégé. Justement de cette mondialisation, puisque ça reste du spectacle vivant, puisque il faut vraiment y aller physiquement. On ne regarde pas du théâtre à la télé, on regarde du théâtre dans un théâtre. C'est difficile. Ça a une réputation plus élitiste que le cinéma, qui est un art très populaire. Il y a moins de monde, mais on a la chance en France d'avoir un vrai public de théâtre, de passionnés, plus que dans bien d'autres pays. Vraiment, on a un maillage culturel avec beaucoup de théâtre en région, beaucoup de théâtre en province, beaucoup de centres dramatiques nationaux. Donc, un spectacle en France peut tourner longtemps. Il peut faire énormément de dates de tournée et j'ai bon espoir que, au contraire, le théâtre reste un endroit où il y a une grande vitalité et où, s'adaptant justement au monde d'aujourd'hui, aux technologies d'aujourd'hui, à la façon de raconter, au récit, à ce rythme, il peut avoir une véritable jeunesse. Moi, je le vois, je trouve que la cérémonie des Molières, je la trouve... beaucoup plus dynamique et rafraîchissante que les Césars. Je trouve qu'il y a moins d'ego, il y a un côté plus famille, ça va plus vite, c'est plutôt cool, quoi. C'est pas trop ringard, j'ai l'impression en tout cas. On va parler de projets pour cette dernière partie. On parlera de films également, Alexis Michalik, si vous voulez bien. Un film qui arrive d'ailleurs très bientôt sur M6. On fait une petite pause et puis on revient très vite. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Bienvenue dans cette troisième partie en compagnie de Alexis Michalik sur Au Passage des Artistes, donc sur Vivre FM. Alors, je vais vous laisser parler de vos pièces parce que personne d'autre n'en parlera aussi bien. On va déjà commencer parce que moi, c'est une pièce que j'ai adorée. Elle mêle humour et drame. On va parler un peu de Katia et Justine. Alexis, si vous voulez bien. Une histoire d'amour, c'est une pièce que j'ai créée en janvier 2020,
qui est né d'abord d'une chanson, c'est la dernière chanson qu'on entend dans la pièce, It Takes Time to Be a Man, du groupe The Rapture. Et j'ai entendu cette chanson et je me suis dit, tiens, j'ai une scène qui me vient très précisément en tête, mais je n'ai pas le reste de la pièce. Donc j'ai un peu construit l'histoire pour arriver à cette fin. Et puis, une fois que j'ai fini de construire, il se trouve qu'à ce moment-là de ma vie, je traversais une période un peu où je sortais d'une rupture et j'étais un peu triste, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de parler justement de cette histoire qui traite de la fin de l'amour et de qu'est-ce qui se passe une fois que ça se termine, une fois qu'une histoire se termine. Et on l'a créé donc en janvier 2020 à la Scala, et on l'a joué 2 mois à guichet fermé, et puis il y a eu le confinement. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, je vais en faire un film, et par la suite, on a repris, le spectacle a repris donc à la Scala Paris, et puis entre-temps, on a réussi à réaliser ce film avec l'équipe de création, donc les actrices qui ont créé les rôles, et ce film qui sortira en janvier 2023. Alors moi, quand vous me parliez de votre, du début de cette histoire d'amour, je vous imaginais avec un papier, un crayon, etc. Est-ce que dans la vie, quand il vous vient une idée, vous faites quoi? Vous notez sur votre téléphone? Vous avez un petit calepin? Exactement, je note sur mon téléphone. Ouais. Ouais. Non, je note sur mon téléphone. En fait, je note déjà un peu dans ma tête, c'est-à-dire que je laisse vraiment une histoire arriver à maturation. C'est-à-dire, j'ai parfois des idées, et puis je vais les mettre dans un petit tiroir de ma tête, et puis je vais y revenir, et à un moment, quand je vais sentir que ça y est, j'ai ma structure, je vais faire une note de tel et faire une sorte de mini-synopsis, et puis que ce synopsis va petit à petit se développer jusqu'à devenir quelque chose qui ressemble à une histoire construite. Et puis là, je vais l'écrire, mais je vais l'écrire au moment où vraiment je pense que ça va se faire. Je ne vais pas écrire quelque chose si c'est pas pour aller au bout du projet, quoi. Et vous avez des histoires comme ça qui traînent dans les tiroirs, des petits bouts, des bribes d'histoires, des débuts de quelque chose? Ouais, j'ai pas mal de projets. Il y a des choses qui n'ont jamais vu le jour, il y a des choses qui verront sûrement jamais le jour, d'autres qui peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je sais pas. Et puis j'attends aussi, parce que c'est important de... Moi, j'ai plus d'obligation, entre guillemets, aujourd'hui de prouver. Ouais, de prouver... quoi que ce soit, et j'ai pas non plus une soif d'occuper médiatiquement l'espace en permanence. J'utilise mes succès pour arriver à obtenir un théâtre intéressant, etc. Enfin, financer un film, essayer de financer une série peut-être, qui sait. Mais j'ai pas une urgence absolue à être tout le temps en train de travailler. Il y a quelque chose où on a l'impression que je suis très productif parce que mes spectacles jouent toujours à l'affiche, mais en réalité, il y a toujours 2-3 ans entre chaque spectacle, et en réalité, je prends vraiment beaucoup de vacances. Et j'ai pas peur de le faire, et j'ai pas honte de le faire, et je pense que c'est hyper important, mais aussi parce que j'en suis arrivé à un point où si ça s'arrêtait aujourd'hui, j'aurais pas honte de mon parcours, et j'ai déjà fait des succès, j'ai déjà eu des récompenses. Je peux m'arrêter de bosser, donc j'ai pas envie parce que j'adore ça, mais en revanche, je veux être sûr de faire ça pour les bonnes raisons et pour défendre un projet qui me passionne, et pas simplement parce que on attend une nouvelle pièce ou un nouveau film, et donc il faut que j'en fasse un. À chaque fois, il faut vraiment que ça vienne d'une envie profonde et personnelle, et que ce soit pas une commande. Donc je me laisse le temps, et je laisse le temps à ces histoires de mûrir jusqu'au jour où j'ai vraiment l'impression que c'est le moment de les raconter. C'est génial de pouvoir travailler comme ça de manière sereine, en tout cas pour la créativité. Vous parliez de film tout à l'heure. Donc il y a un film qui est sorti, donc qui a été diffusé sur M6, À la folie, un rôle en rôle de composition, j'imagine. Vous jouez. Alors d'abord, c'est un film qui traite, on va dire, des violences. Alors, on en parle beaucoup, des violences physiques, mais pas assez des violences psychologiques. Ouais, c'est ça, parlez-nous un peu de ce film. C'est une relation d'emprise entre un mec qui s'appelle Damien et qui va rencontrer le personnage de Marie Gillin, qui s'appelle Anna. Et au début, ça commence un peu comme une comédie romantique. On se dit, ça pourrait être... il est drôle. Et en même temps, des fois, il dit des phrases où on se dit, je sais pas si c'est du Laroud ou Cochon. Ça peut être sympa, mais pas très sympa non plus. Et puis c'est un peu contradictoire, et on sait pas trop sur quel pied danser. Mais en même temps, peut-être qu'il est fantasque, peut-être que... Et puis Anna, c'est cette jeune femme, bien dans ses pompes, qui s'entend très bien avec son ex-mari, qui aime son métier, qui a des amis, etc. Et au fur et à mesure de leur relation, on va se rendre compte qu'il l'a
qui la détruit complètement, qui la coupe de ses amis, etc. Et c'est comme ça qu'on va découvrir qu'il est une sorte de pervers narcissique, en quelque sorte. Ce mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment Oui, un peu à tort et à travers d'ailleurs. Voilà, mais là c'est vraiment l'incarnation d'un pervers narcissique, et c'est vraiment le pire du pire, quoi. Ouais. On va revenir au théâtre parce que vous avez donc une multitude de pièces de théâtre actuellement. D'ailleurs, je précise que c'est un film d'Andrea Bescon et Éric Métayer qui sont eux-mêmes des gens de théâtre et qui ont eu la gentillesse, parce que c'est aussi des amis, de m'appeler et de me proposer le rôle. On va parler de théâtre. Oui. Pour finir l'émission, Alexis Michalik, si vous me le permettez. Alors, parlez-nous de ces pièces qui sont en cours. Alors, qu'est-ce qui se joue en ce moment ? Il y a le porteur d'histoire. Il y a Edmond, bien sûr, qui se joue au théâtre du Palais Royal. Il y a le porteur d'histoire qui se joue encore au théâtre des Béliers parisien, là où on peut aussi retrouver les poupées persanes d'Aïda Asgharzadeh. Il y a le Intramuros qui se joue toujours à la Pépinière pour la 5e saison. Il y a Une histoire d'amour à la Scala Paris et le Cercle des illusionnistes au Splendide. Et en plus de ça, il y a un 6e spectacle que je n'ai pas écrit mais que j'ai mis en scène, qui est Les Producteurs, une comédie musicale qui se joue au théâtre de Paris. J'ouvre une parenthèse parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Vous avez eu, travailler avec les Américains, il paraît que c'est assez compliqué. Et vous aviez eu l'accord de ne pas mettre d'entracte. C'est vrai ou pas ? Oui, de ne pas mettre d'entracte. Et puis pas que. J'avais envie, moi, en montant Les Producteurs, j'avais surtout envie de faire quelques coupes pour arriver à un spectacle de moins de 2 heures, puisque j'ai l'impression que c'est ce qui convenait le mieux à un public parisien. Et ces coupes, les Américains, ils n'ont pas trop l'habitude qu'on leur dise « j'aimerais bien couper une chanson entière », notamment. Et donc, tant que c'était les ayants droit, c'était un petit peu compliqué. En même temps, à raison, il protégeait les intérêts de Mel Brooks. Et puis finalement, un jour, j'ai fini par avoir Mel Brooks au téléphone. Et on a parlé, et il a tout de suite compris que j'avais pas du tout l'intention de trahir son œuvre, et que j'étais vraiment un grand fan, et que j'étais absolument calé en comédie musicale américaine des années 50-60, ce qui était un peu son modèle. Et quand je lui ai expliqué pourquoi je voulais faire ces coupes-là et qu'est-ce que je voulais faire avec ce spectacle, il a été hyper bienveillant. Il m'a dit non, je comprends, écoute, vas-y, coupe la chanson, et puis même si tu as d'autres coupes à faire, vas-y, fais-les. Et vraiment, j'étais hyper surpris, et ça a été un bonheur de l'avoir au téléphone, de pouvoir se dire que j'ai eu cette légende vivante au téléphone. Et puis, on a raccroché, et j'étais déjà super content. Et 2 minutes plus tard, il me rappelle. Et on me dit, ouais, c'est Mel Brooks au téléphone. Oui, et il me rappelle, il me dit, ouais, on a parlé, travail, etc. Mais je me rends compte que je vous ai même pas remercié de monter le spectacle. Génial. C'est moi qui vous remercie d'exister. Donc voilà. Et c'est vrai que les anglo-saxons, ils ont cette bienveillance, cette gentillesse et ce côté un peu très, très naturel et très simple. Les Américains et les Anglais, c'est 2 choses très différentes. Moi, je suis à moitié anglais. L'Angleterre, c'est vraiment de la politesse très, très, très réservée. Les Américains, c'est plutôt le show et l'extravagance et la surconfiance et la performance. Mais c'est deux choses assez chouettes à travailler. Michel Alexis, je vous pose encore... Michel Alexis. Je suis dyslexique. Pas Michel Alexis, mais c'est un joli nom. Je suis dyslexique. Il n'y a pas de mal. Et vous avez d'ailleurs un ami avec lequel vous jouez. J'ai un ami dyslexique. qui est comme ça. Donc qui n'est autre que Régis Vallée, tout à fait, absolument, qui joue dans Les Producteurs. C'est tout à fait ça. Non, c'est Alexis Michalik, ça va pas du tout. Juste, alors... Il y a des gens qui se trompent, souvent, j'imagine que c'est parce qu'on a l'habitude de m'appeler Michalik, et parfois, il y a des gens qui ont pas l'habitude de me voir et qui me disent alors Michalik, et ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas du tout mon prénom, et bon, c'est pas grave. C'est ça, bon, ceci dit, j'avais aussi souhaité parler un peu de vos projets. Est-ce que vous en avez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en cours d'écriture ? Est-ce que vous avez des projets de cinéma ou de court-métrage, de long-métrage, de théâtre ? J'ai des projets. Bon, j'aime pas trop parler des trucs avant qu'ils soient créés, parce qu'en général, j'en parle, et puis finalement, je fais autre chose, et donc j'en ai parlé, et puis finalement, bon, bref. Donc oui, évidemment, j'ai des projets, peut-être pas de théâtre pour cette année, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de pièces à l'affiche. Là, j'ai commencé à tourner en tant qu'acteur, et c'est plutôt agréable, dans un biopic de Florence Artaud, la navigatrice, réalisée par Géraldine Danon, et je joue Olivier de Kersauzon, autre navigateur connu s'il en est, et ça va se
le tournage va se prolonger jusqu'en décembre. Il y a les 3 mousquetaires également, non 3 mousquetaires, mais je fais changé. vraiment une panouille. Ouais. J'ai une scène très rigolote dans le deuxième film, donc il faudra patienter un peu pour le voir. Alexis Michalik, merci beaucoup. Merci à vous. Je me suis pas trompée cette fois-ci. Bravo. Revenez nous voir quand les choses seront un peu plus concrètes, on va dire. En tout cas, merci à vous d'être passé sur Vivre FM au passage des artistes. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Forcément, hein, il a été obligé de se boucher les oreilles plusieurs fois, mais Notre technicien, oui, on effectivement. a un bon mec au son, il a su écarter l'écouteur.